donc sur les alternatives au tourteau de soja importé. Il y a notamment bien évidemment le colza, le tourteau de colza. Les cours sont au plus haut. Marie-Thérèse Bonneau, comment voyez-vous l'évolution de cette filière pour les éleveurs ? Alors effectivement, aujourd'hui, on en est face à une augmentation importante du tourteau de colza qui est liée aux conditions climatiques qu'a connu toute l'Europe du Nord l'année dernière et qui fait que l'implantation a été compliquée, voire impossible dans certaines zones et qu'elle pèse aujourd'hui sur les cours. Donc ça montre bien qu'il y a une part d'incertitude dans la capacité à pouvoir s'approvisionner de façon sûre et surtout en termes de tarifs par rapport à ces éléments-là. Donc il y a un travail important à faire pour mettre en cohérence les surfaces qui vont être nécessaires pour alimenter la promesse du sans OGM, effectivement. Mais ça a été évoqué un peu et je pense qu'il faut aussi travailler sur d'autres sources de protéines qui peuvent être faites sur l'exploitation elle-même, parce qu'on a aussi une particularité en France, c'est qu'on a plutôt des exploitations laitières qui sont des polyculteurs éleveurs. Donc les éleveurs ont aussi des surfaces dans lesquelles ils peuvent mettre en place des cultures qui peuvent être dédiées à l'alimentation animale, et ça peut être une culture mais aussi des espèces fourragères adaptées. Et là on a bien le rôle du changement climatique qui entre en ligne de cause et qui va nous donner des nouvelles pistes de discussion et d'amélioration sur ces éléments-là. Alors du coup, je me tourne vers Julien Bouffartigue. Quid du plan protéines ? Alors, les plans protéines, il y en a eu beaucoup depuis les années 70. Un nouveau est en préparation. Donc la filière semences va se mobiliser pour participer, parce que pour qu'ils réussissent, il faudra à la fois effectivement qu'ils prennent en considération la diversité des espèces que j'ai citées tout à l'heure, mais aussi la diversité des acteurs de la filière, et notamment qu'ils n'oublient pas de revenir à la base, qui sont la sélection, la génétique et la production de semences. On a besoin d'amélioration des variétés dans beaucoup d'espèces de légumineuses, et pour cela, c'est un peu un cercle vicieux. Ce sont des cultures qui ont peu de valeur ajoutée, donc il y a peu de recherche, peu d'innovation, et forcément là la puissance publique peut avoir un rôle pour impulser quelque chose, pour que, en ayant des nouvelles variétés plus efficaces, on retrouve de la valeur ajoutée, et du coup le cercle, au lieu d'être négatif, deviendra positif. Donc voilà, on a ces attentes-là. Aujourd'hui, on est vraiment dans les réflexions préalables. Donc en tout cas, nous, on va se mobiliser pour apporter des idées et bien marquer les besoins à ce niveau-là, pour que le plan protéines soit une réussite et qu'on ait vraiment une impulsion des pouvoirs publics. Alors il y a de vraies avancées sur les luzernes, sur les fourragères. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, tout à fait. Les fourragères ont une particularité, c'est que les variétés, lors de l'inscription, la valeur en protéines est prise en compte en tant que fourrage. Donc c'est pas si vieux que ça, j'ai pas la date en tête, mais ça fait une dizaine d'années. Et on a vu immédiatement un impact sur la teneur en protéines des variétés, puisque pour être inscrite maintenant, le système du progrès génétique fait qu'elles doivent apporter un progrès à ce niveau-là. Et on a eu par exemple en 2015 la première variété à plus de 20% de luzerne, à plus de 20% de matière protéique qui a été inscrite, et depuis d'autres variétés ont été inscrites à plus de 20%, et le progrès continue. Donc voilà, les progrès sont réels. C'est forcément lent, développer une variété de fourragère, c'est 15 ans de travail, 15 ans de recherche, avec une incertitude pour les acteurs. Donc ça va à un certain rythme, c'est réel, mais il y a encore besoin de poursuivre le travail. Mais est-ce que ça nous permettra demain de nous passer de soja d'importation ? La réponse, elle est pas simple. Forcément, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du progrès génétique, si je prêche pour ma paroisse, mais sur plein de choses, sur tout un certain nombre de progrès agronomiques qui doivent être développés par les filières, par les organismes de recherche. Évidemment, les pouvoirs publics auront leur rôle à jouer pour donner une impulsion. Et puis, il y a une inconnue importante, c'est aussi les consommateurs. Vous citiez l'Allemagne et l'Autriche. Là, l'impulsion elle est venue des consommateurs qui ont exigé des laits sans OGM, donc des laits sans soja importés. Et c'est sûr que sans ce soutien-là, et notamment des consommateurs prêts à payer un peu plus leurs produits pour rémunérer un peu plus les agriculteurs, on n'arrivera pas forcément à développer ces filières.
Alors, avec ces nouvelles démarches de qualité, de montée en gamme, faudra-t-il revoir nos ambitions à l'export? Alors, peut-être redire effectivement en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'il va y avoir un besoin de revoir les schémas économiques et ce qu'il va y avoir comme valeur qu'on met d'abord à la matière première et la transparence de la segmentation. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir imaginer que si on est sur des promesses de segmentation telles qu'elles celle-ci, il faut pouvoir les rendre transparentes et accessibles du producteur au consommateur pour qu'elles puissent avoir une valeur jusqu'au bout de la chaîne. Donc ça, c'est un premier élément. Et par rapport à ces éléments de dire ça va nous obliger à renoncer à l'export, moi je pense qu'on est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que quelle est la carte d'identité aujourd'hui de produire du lait en France? Qu'est-ce qui est reconnu? C'est le modèle dans lequel il est produit, avec le fait qu'on ait quand même quasiment la totalité du fourrage, et la plupart du temps c'est le cas, voire même le complément protéique qui est produit sur l'exploitation. Donc ça c'est un modèle de production sur lequel il y a une valeur en France, mais il y a aussi une vraie attente des consommateurs étrangers à pouvoir consommer ce genre de produits. Donc je pense moi que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la France a sa carte à jouer à l'international aussi grâce à son identité propre, et je crois au contraire que c'est une carte dans son jeu pour pouvoir valoriser ça. Et je voulais aussi évoquer une chose qui pour nous est très importante, c'est que la première valeur de segmentation aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une rémunération aux producteurs. Ça a été évoqué par Monsieur Le Seur tout à l'heure, ça fait partie de l'engagement, je dirais, premier et majeur du type de segmentation comme c'est qui de patron. Et je pense que c'est aussi sur quoi il faut insister beaucoup, c'est que pour le consommateur, la première valeur, c'est que le producteur puisse vivre de son métier. Donc c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Alors si on revient aux rayons et aux consommateurs, cette montée en gamme est-elle à la hauteur de tous les portefeuilles? Je dirais les segmentations, c'est évidemment une montée en gamme, mais c'est aussi être capable d'offrir à l'ensemble des consommateurs ce qu'ils souhaitent. Il serait dommage, je dirais, que sur des laits de consommation premier prix, le lait provienne de pays étrangers. Et donc à un moment, il faudra aussi être compétitif sur un certain type de produit, alors sans doute où l'OGM a peu d'importance notamment, et d'autres démarches. Alors on a un socle de base par le biais de France Terre de Lait, en effet, qui sera pas discutable. On parlait de bien-être animal, etc., où là il faudra évidemment qu'on soit exemplaire. En revanche, sur des surcoûts d'exploitation, mais il faudra sans doute avoir la possibilité d'offrir aux consommateurs des produits haut de gamme et puis peut-être des produits marchés. Très bien, merci à tous. Un dernier point, peut-être, je vais ramener par rapport à ce que dit Monsieur Le Seur sur ces éléments-là, c'est que le lait aujourd'hui, qui est premier prix dans les magasins, il est déjà d'une très bonne qualité. Donc le socle de base, il est effectivement lié avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une qualité sanitaire irréprochable, et il y a aussi le bien-être des animaux. Ça fait partie des éléments avant segmentation. La segmentation va au-delà de ce niveau de valeur déjà important à offrir aux consommateurs. Très bien, merci à tous.